Le rétrécissement aortique valvulaire se définit comme un obstacle fixe à l'éjection du ventricule gauche par défaut d'ouverture des sigmoïdes aortiques en systole. Classiquement, il correspond à une surface inférieure à 0,75 cm². Cependant, les recommandations de l'ASE-EAE sont actuellement basées sur les seuils suivants. Surface aortique entre 1 et 1,5 cm², sténose moyennement serrée. Surface aortique inférieure ou égale à 1 cm², sténose aortique serrée. Chez l'enfant, il correspond le plus souvent à une malformation de la valvule, une bicuspidie, voire une monocuspidie. Chez l'adulte, le rhumatisme articulaire aigu a aujourd'hui fait place au rétrécissement aortique dégénératif ou maladie de Mönckeberg, dont la prévalence est de l'ordre de 2% après 65 ans. L'échocardiographie Doppler a aujourd'hui pris une place de choix dans le diagnostic positif et la surveillance de ces patients. Nous envisagerons successivement le diagnostic positif, le diagnostic de gravité, le diagnostic étiologique, le diagnostic différentiel, l'évolution de cette atteinte valvulaire et enfin, nous décrirons le cas particulier de l'enfant. Chez l'adulte, le diagnostic positif fait appel aux différentes techniques d'échocardiographie et de Doppler. Tout d'abord en échocardiographie bidimensionnelle et plus particulièrement en incidence parasternale coupe grand axe, il est mis en évidence un aspect hyperéchogène des sigmoïdes aortiques, dont l'amplitude d'ouverture est diminuée. Les sigmoïdes sont épaissis du fait d'un empierrement des nids sigmoïdiens. Il existe par ailleurs une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique qui correspond au retentissement de l'obstacle en amont. À noter que l'hypertrophie peut prédominer dans la région sous-aortique et être de type septal asymétrique. Il est important de rechercher chez ces patients une dilatation post-sténotique de l'aorte ascendante, témoin d'une lésion de G. En mode TM, au niveau des sigmoïdes aortiques, on enregistre un aspect systolique en boutonnière avec une diminution de l'écart intersigmoïdien. En diastole, il existe de multiples échos dans la lumière aortique. Le TM retrouve l'hypertrophie ventriculaire gauche et la dilatation post-sténotique de l'aorte ascendante. L'analyse Doppler est fondamentale avec un mode couleur sur l'incidence parasternale grand axe, mais aussi en incidence apicale, une accélération du flux au niveau des sigmoïdes aortiques sous forme d'un jet mosaïque couleur qui naît au niveau des sigmoïdes aortiques et se propage dans la partie initiale de l'aorte ascendante. Mais le Doppler continu est indispensable pour confirmer l'accélération du flux et apprécier les vélocités. On peut utiliser le Doppler continu orientable couplé aux sondes d'imagerie et qui est actuellement d'excellente qualité. Mais il ne faut pas hésiter à tirer profit des sondes PEDOF, de petite taille, très maniables, qui peuvent être facilement placées dans un espace intercostal et qui permettent dans bien des cas l'obtention de meilleures courbes. L'enregistrement de l'accélération du flux au niveau de la racine de l'aorte doit se faire à partir de plusieurs incidences. Apicale 5 cavités, parasternale gauche, sous-costale, parasternale droite, plutôt chez l'adulte, et suprasternale chez l'enfant. Il est en effet important d'essayer d'aborder ce jet par différentes voies, en sachant que c'est en définitive les vitesses les plus élevées qui seront prises en compte. Le flux éjectionnel apparaît comme un flux monophasique en doigt de gant, systolique, qui débute après le pied des QRS, dont les vitesses sont fonction de la sévérité de la sténose. Ce flux est négatif en incidence apicale ou sous-costale. Il est à l'inverse positif en incidence parasternale droite ou suprasternale. Cette image de flux Doppler obtenue en incidence apicale est typique d'un rétrécissement aortique avec cet aspect monophasique en doigt de gant, systolique, débutant à distance du pied du QRS. L'appréciation de la sévérité de la sténose peut faire appel au TM. Classiquement, on parle de rétrécissement aortique serré lorsque l'écart intersigmoïdien est inférieur à 8 mm. Cependant, ce signe sur lequel on insistait avant l'ère du Doppler manque de sensibilité et de spécificité.
Quant au calcul de l'aire valvulaire aortique en bidimensionnel, à partir de l'incidence parasternale coupe petit axe, il reste difficile, même si l'imagerie d'harmonique a permis une amélioration significative de la fiabilité des mesures. Le rétrécissement aortique est dit serré lorsque cette surface est inférieure à 1 cm² ou 0,60 cm² par mètre carré. Bien que les appareils de nouvelle génération de haute résolution facilitent cette approche, seule l'échocardiographie transœsophagienne, jusqu'à présent, permet une mesure réelle de l'aire valvulaire aortique. Cependant, les renseignements apportés par le Doppler sont tels que dans l'étude du rétrécissement aortique, il est inutile dans la majorité des cas de pratiquer le TO. À noter, lorsque l'écart intersigmoïdien est supérieur à 15 mm, ou que l'une des sigmoïdes s'ouvre complètement, on peut éliminer un rétrécissement aortique serré. Classiquement, le rétrécissement aortique serré s'accompagne d'une hypertrophie des parois du ventricule gauche supérieure à 13 mm chez l'adulte. Cependant, cette notion d'hypertrophie ventriculaire gauche est non spécifique, d'autant plus que chez l'adulte, la valvulopathie peut être intriquée avec d'autres pathologies, hypertension artérielle ou coronaropathie. On sait par ailleurs qu'il existe une hypertrophie ventriculaire gauche physiologique avec l'âge. Reitschek souligne la complémentarité des deux signes, hypertrophie ventriculaire gauche et présence de calcification valvulaire aortique, qui signe le rétrécissement aortique serré dans 85% des cas. L'étape du Doppler est essentielle au diagnostic de sévérité d'un rétrécissement aortique. 4 paramètres directs sont à étudier. Le gradient transvalvulaire, qui est fonction du débit cardiaque, d'où l'intérêt de la surface valvulaire indexée. La surface valvulaire aortique, l'indice de perméabilité et, plus annexe, la résistance valvulaire. Bien entendu, le retentissement droit sera apprécié par la mesure de la pression artérielle pulmonaire systolique. Concernant le gradient transvalvulaire, l'étude du gradient maximal instantané perd de son intérêt face au gradient moyen. En effet, la mesure du gradient maximal est source de confusion car sans correspondance hémodynamique. En particulier, il n'est pas corrélé au gradient pic à pic des hémodynamiciens. Il est donc préférable de se référer essentiellement au gradient moyen qui est obtenu par transformation quadratique point par point de la courbe de vélocité. Le rétrécissement aortique est considéré comme serré lorsque le gradient moyen sera supérieur ou égal à 50 mm de mercure. À noter également, la morphologie de la courbe peut nous renseigner sur la sévérité de cette sténose. En effet, au niveau d'une sténose lâche, la courbe de vitesse et donc de pression présente un pic précoce, alors que dans une sténose serrée, le pic de vitesse est retardé. Il est classique, en particulier en cas de rétrécissement aortique moyennement serré, de constater des discordances entre le Doppler et l'hémodynamique, en particulier lorsque l'on compare le gradient pic à pic et le gradient maximal instantané. Cette discordance s'explique par deux phénomènes hémodynamiques. Le phénomène de vena contracta au niveau d'un jet confiné avec un diamètre fonctionnel de la sténose inférieur au diamètre anatomique. Le phénomène de restitution de pression correspondant à la retransformation d'une partie de l'énergie cinétique en pression. Le calcul de la surface valvulaire aortique fait appel à l'équation de continuité. Connaissant la surface de la chambre de chasse du ventricule gauche, la vitesse au niveau de la chambre de chasse du ventricule gauche, la vitesse au niveau de l'orifice aortique sténosé, on peut en déduire la surface de la sténose suivant la formule surface aortique égale surface de la chambre de chasse multipliée par ITV de la chambre de chasse, le tout divisé par l'ITV aortique. Le diamètre de la chambre de chasse du ventricule gauche sera méticuleusement mesuré en incidence parasternale coupe grand axe, en protosystole, au ras des sigmoïdes aortiques et permettra le calcul de la surface de la chambre de chasse. En ce qui concerne l'enregistrement des vitesses, il faut mesurer la vitesse dans la chambre de chasse du ventricule gauche en incidence apicale des 5 cavités, en prenant soin de positionner la fenêtre d'échantillon Doppler pulsée à 1 cm au-dessous des sigmoïdes aortiques. On mesurera alors la vitesse maximale dans la chambre de chasse
et l'intégrale temps-vitesse en amont de la zone de convergence liée à la sténose. La vitesse transsténotique sera obtenue en Doppler continu. On retiendra deux chiffres, la vitesse maximale et l'intégrale par temps-vitesse. Le calcul de la surface valvulaire pourra se faire soit à partir des vitesses maximales, soit à partir des intégrales temps-vitesse. On considère que le rétrécissement aortique est serré lorsque cette surface est inférieure à 1 cm². Chez l'enfant et chez l'adulte de petit gabarit, mais également pour les grands gabarits de type joueur de basket, il convient d'ajuster la surface aortique à la surface corporelle, en retenant la valeur de 0,6 cm² par mètre carré pour le rétrécissement aortique serré. L'étude de la surface valvulaire aortique présente comme principal avantage d'être un paramètre indépendant du débit. Cependant, cette mesure ne peut pas être appliquée s'il existe une vitesse dans la chambre de chasse supérieure à 1,5 m par seconde, comme dans le cas d'un obstacle au niveau de la chambre de chasse du ventricule gauche, d'un bourrelet septal sous-aortique ou d'une insuffisance aortique associée. D'autre part, l'évaluation fiable du diamètre de la chambre de chasse peut être difficile. En pratique, il faut retenir que le diamètre de la chambre de chasse est de 20 mm, qu'il est corrélé au sexe et à la surface corporelle, et que toute valeur éloignée doit être soigneusement vérifiée. L'indice de perméabilité a été proposé comme un paramètre d'évaluation de la sévérité d'une sténose aortique, s'affranchissant de la mesure de la chambre de chasse du ventricule gauche, qui, comme nous l'avons vu, peut nous poser problème. Cet indice de perméabilité est le rapport entre les intégrales temps-vitesse sous-aortique et aortique, ou encore entre les vitesses maximales sous-aortique et aortique. Un rétrécissement aortique est serré lorsque cet indice de perméabilité est inférieur à 0,25. Enfin, il a été suggéré en raison des problèmes de fiabilité de la formule de Gorlin d'utiliser la résistance aortique R comme indice de sévérité du RA plutôt que la surface aortique. Cette résistance aortique se calcule selon la formule R est égal au gradient moyen multiplié par le temps d'éjection systolique multiplié par 1333, le tout divisé par le volume d'éjection systolique, où VES est égal à la surface sous-aortique multipliée par l'ITV sous-aortique. Le rétrécissement aortique est serré si R est supérieur à 250 din seconde cm-5. Il est à souligner que cette résistance valvulaire n'est pas totalement indépendante du débit, si bien qu'elle est peu utilisée en pratique. L'analyse échocardiographique de la valvule aortique permet d'aider à préciser l'étiologie du rétrécissement aortique. Valve bicuspide, généralement calcifiée chez l'adulte, ou à l'inverse, orifice trivalve remanié avec valve rétractée, lésion correspondante à un rhumatisme articulaire aigu. Autre situation la plus fréquente aujourd'hui, orifice trivalve avec empierrement calcaire massif correspondant à la maladie de Mönckeberg. Les calcifications valvulaires aortiques peuvent être non sténosantes. Il est fréquent par ailleurs chez le vieillard de constater un empierrement mitro-aortique sans sténose aortique significative. Le tableau peut être d'autant plus trompeur que ce remaniement valvulaire peut être associé à une hypertrophie ventriculaire gauche, elle-même liée à une hypertension artérielle. En définitive, seul l'examen par Doppler permettra de trancher et de préciser si oui ou non il existe un obstacle vrai. Le rétrécissement aortique sous-valvulaire, plus fréquent chez l'enfant mais parfois découvert à l'âge adulte, peut se présenter soit sous forme d'une membrane, soit sous forme d'un anneau fibreux ou encore d'un tunnel. Le rétrécissement aortique supravalvulaire est l'apanage de l'enfant et correspond en général à une hypoplasie localisée de l'aorte ascendante au-dessus du sinus de Valsalva. Cette anomalie rentre souvent dans un contexte polymalformatif, notamment dans le faciès d'Elf. Le flux d'obstruction valvulaire aortique peut être discuté avec un flux d'obstruction d'un site différent sur la voie d'éjection du ventricule gauche. Rétrécissement aortique sous-valvulaire ou supravalvulaire,
et myocardiopathie obstructive avec l'aspect typique en lame de sabre. Autre diagnostic différentiel, l'insuffisance mitrale, dont la durée et la chronologie diffèrent totalement du rétrécissement aortique. L'insuffisance tricuspide peut poser problème en particulier lorsqu'il existe une hypertension artérielle pulmonaire. Dans ce cas, les notions du site d'enregistrement, de durée et de chronologie, sans oublier le contexte clinique, sont à prendre en considération. Enfin, citons les situations qui s'accompagnent d'une hyperkinésie ventriculaire gauche avec augmentation du débit cardiaque, comme l'insuffisance aortique, l'anémie, l'hyperthyroïdie. Dans ces cas, le flux est accéléré dès la chambre de chasse du ventricule gauche. L'évolution d'un rétrécissement aortique valvulaire est classiquement lente. En effet, il existe une très longue période pendant laquelle le patient est asymptomatique. Dès que le symptôme apparaisse, en moyenne pour une surface aortique inférieure à 0,75 cm², on sait que la survie est brève. Les travaux échocardiographiques récemment publiés montrent en outre qu'il existe deux modalités évolutives de ces rétrécissements aortiques valvulaires, avec des progresseurs rapides et des progresseurs lents. En cas de progression rapide, on observe une augmentation du gradient de 12 mm de mercure par an et une diminution de la surface de 0,15 cm² par an. Les facteurs de progression rapide sont l'existence de calcification, la sévérité du gradient initial, la maladie de Mönckeberg et plus récemment la supplémentation calcique, le taux de créatine sérique et les dyslipidémies. Rappelons que l'insuffisance rénale et l'hémodialyse accélèrent la progression des dépôts calcaires au niveau des valves. Devant un rétrécissement aortique serré asymptomatique, il est de règle de proposer une surveillance armée par échodoppler 1 à 2 fois par an. La surveillance s'appuie également sur la performance à l'effort des patients, en sachant que l'accident subi demeure exceptionnel tant que la pression artérielle reste normale à l'effort. Face à un patient asymptomatique, il faut cependant envisager une chirurgie dès que la fonction ventriculaire tend à s'altérer, et pour certains auteurs devant un sujet jeune exposé à des efforts physiques importants. Enfin, un cas particulier, celui du rétrécissement aortique serré à faible gradient par altération de la fonction ventriculaire gauche. Il faut souligner dans cette situation l'intérêt de l'échocardiographie de stress, afin de juger de la réserve de contractilité du ventricule gauche et de l'importance du rétrécissement aortique. Pour cela, la fraction d'éjection, le débit cardiaque, le gradient et la surface aortique sont mesurés sous dobutamine à faible dose. Devant une augmentation de la fraction d'éjection, du débit cardiaque, du gradient, il s'agit d'un rétrécissement aortique serré, avec réserve contractile, de bon pronostic chirurgical. À l'opposé, devant une absence d'augmentation du gradient, le diagnostic est alors soit un rétrécissement aortique non serré sur dysfonction ventriculaire gauche, soit un rétrécissement aortique serré sans réserve contractile, et le traitement doit se discuter au cas par cas, sans récuser de façon systématique la prise en charge chirurgicale. Le rétrécissement aortique de l'enfant peut être trompeur sur le plan échocardiographique avec des valves fines non calcifiées. En bidimensionnel, il existe un aspect en dôme et une diminution de l'ouverture de l'extrémité des valves. On retrouve par ailleurs une dilatation de l'aorte ascendante par lésion de G et une hypertrophie ventriculaire gauche, souvent de type concentrique. Le TM au niveau des sigmoïdes aortiques est également trompeur, car en systole la valve semble s'ouvrir correctement. La fenêtre d'ultrason possède en réalité une certaine largeur qui induit l'enregistrement simultané de l'extrémité de l'entonnoir et des segments de valve déformés lors de la systole. Cependant, on peut noter un décalage significatif de la ligne en diastole. Le Doppler, dans ses différentes modalités, est alors essentiel pour redresser le diagnostic. Les diagnostics différentiels essentiels chez l'enfant sont le rétrécissement aortique sous-valvulaire et supravalvulaire.
Sur un plan étiologique, l'échographie bidimensionnelle permet le plus souvent aisément de reconnaître une bicuspidie d'une monocuspidie. Soulignons que chez l'enfant, il peut être aisé de déduire le gradient de pression à partir de l'hypertrophie ventriculaire gauche. En appliquant la loi de Laplace, Aziz et Bennett ont proposé la formule suivante. Pression systolique du ventricule gauche est égale à 225 multiplié par la paroi postérieure, le tout divisé par le diamètre télésystolique du ventricule gauche. Connaissant la pression systolique du ventricule gauche, la pression humérale au brassard, on pourra en déduire le gradient de pression. L'apport de l'écho-Doppler dans le bilan d'un rétrécissement aortique valvulaire est aujourd'hui essentiel. La fiabilité de l'examen entre des mains entraînées fait qu'il est le plus souvent inutile de confirmer la sténose par une hémodynamique invasive. Le cathétériseur se contente le plus souvent de vérifier l'intégrité des coronaires au-delà de 50 ans. La surveillance écho-Doppler permet en outre de poser l'indication de la chirurgie en évitant ainsi l'altération du muscle cardiaque.